Madame, Monsieur, bonjour. Député des Pyrénées-Atlantiques depuis 18 ans. Ancien candidat à l'élection présidentielle. Aussi à l'aise à l'Assemblée nationale qu'en haut de sa vallée d'Aspe. Jean Lassalle est habitué aux coups d'éclat et aux éclats de voix. Quel sera son rôle lors des prochaines élections régionales? Visera-t-il à nouveau une qualification pour la compétition pour l'Élysée? Jean Lassalle est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Jean Lassalle, bonjour. Bonjour, Franck Romer. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche matin. Alors, Jean Lassalle, vous êtes député, vous êtes un élu de la nation. Comment jugez-vous la gestion de la crise face au coronavirus aujourd'hui? Écoutez, elle n'est pas idéale, mais franchement, quel est celui qui ferait mieux aujourd'hui? Le problème n'est pas tellement aujourd'hui, il n'y a qu'à voir le monde entier. Tantôt, c'est les uns qui vont un peu mieux. Un mois après, ils vont plus mal que tout le monde. Vous voyez, j'ai décrit, sans le savoir, un an avant, j'avais terminé au mois de février, ce phénomène, en disant que nous avions interrompu, et surtout pour la France c'est très grave, la recherche fondamentale, la recherche appliquée au niveau de l'État. Nous en étions uniquement remis maintenant à de grandes sociétés, type Sanofi, dont je vais dire un mot tout à l'heure. Et que ça, nous allions le payer très cher. Deuxièmement, à force de fermer des lits d'hôpitaux, de cliniques partout, s'il y avait, pour une raison ou pour une autre, phénomène qui, soudain, nous saisisse, nous ne serions pas en mesure de faire face. J'avais écrit cela avant, ça n'a pas pu être publié parce qu'après il y a eu le Covid. Nous payons 30 ans d'incurie totale des divers Mais vous qui êtes député depuis 18 ans, élu de la nation, je fais partie. Vous faites partie de ceux qui... Je fais partie, et si j'ai un jour quitté le mouvement dans lequel je suis, le MoDem, dans lequel j'étais, le MoDem, c'est parce que je considérais que tous les partis traditionnels, nous avions tous fait les mêmes choix. Vous avez été défaillant. Tous les élus et les partis ont été défaillants, c'est ce que vous voulez dire? Oui, oui. Alors, moi, j'ai toujours fait entendre ma voix. J'ai publié 7 ou 8 ouvrages. J'ai dit, j'ai posé des actes. Je suis peut-être le seul député de ces 30 dernières années à l'avoir fait. Lorsqu'on a touché au service public, j'ai chanté C'était pas facile à l'Assemblée nationale pour interrompre Nicolas Sarkozy. Je l'ai payé très cher. On a rigolé, pas tout le monde. Lorsqu'on a commencé à fermer des entreprises et qu'on a perdu 400 000 entreprises en France, en une dizaine d'années, c'était les années 2000. Moi, j'ai fait une grève de la faim. Bon, ça a interpellé, mais on n'en a pas tenu compte. Et lorsque j'ai vu que le lien social se brisait à tous les étages, j'ai fait un tour de France 6000 km en 9 mois. Mais, donc, j'ai fait partie de cet ensemble. Mais j'ai posé des petits cailloux en espérant être beaucoup plus repris. Et au contraire, je me suis fait enfermer. Vous venez de décrire des actes forts que nous connaissons. Pour autant, vous n'avez pas été suivi. Pourquoi est-ce que les autres élus ne vous ont pas suivi, voire pourquoi est-ce que le plus haut niveau de l'État ne vous a pas suivi? Parce que je crois que nous étions rentrés dans le début de cette phase dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui fait que la finance, une fois de plus, a cessé d'être au service de l'homme. Après la chute du mur de Berlin, nous avons cru à la fin de l'histoire. Nous avons cru que, ça y est, la paix était acquise pour toujours. Et notre modèle, qui était extraordinairement démocratique, qui avait finalement triomphé de l'Est, s'est laissé embobiner par le système de la finance spéculative. On parle beaucoup de cette crise sanitaire, notamment dans les grandes villes, les grandes agglomérations, mais comment est-elle perçue, cette crise, dans votre vallée, en milieu rural, en milieu montagnard? Comment est-elle perçue? Oh, vous savez, je pense qu'elle est perçue partout. Alors, elle est mieux vécue, notamment la première phase a été mieux vécue chez nous parce qu'il y a de la place. Les villages. Le confinement était plus simple chez vous. Voilà, et puis moi j'ai vécu une période, je ne devrais pas le dire, mais lorsque je n'ai décidément plus pu monter à Paris, parce que la dernière fois j'ai dû rentrer en autostop, il n'y avait plus de train, il n'y a plus d'avion.
je suis resté 1 mois et demi avec mes fils. Mais nous avons taillé des haies, nous avons remis les champs en ordre, nous avons presque été heureux. Et j'avais des nouvelles tous les jours de familles qui étaient en ville très malheureuses, ou même dans le village parfois. La situation est beaucoup plus compliquée aujourd'hui. Que pensez-vous des mesures annoncées par le Premier ministre Jean Castex cette semaine, et notamment ce couvre-feu généralisé en France à 18h? Est-ce que c'est une bonne décision selon vous? Il n'y a pas de bonne décision dans ces cas-là. J'ai dit en commençant que je ne vois pas qui ferait mieux aujourd'hui et je ne veux pas rentrer dans cette cohorte de collègues qui critiquent, mais sans avoir la moindre idée. Je pense que nous devons passer au mieux et c'est en nous rassemblant, c'est en nous retrouvant, c'est en faisant corps que nous allons en sortir certainement le plus rapidement possible. C'est après qu'il faudra faire un bilan de ce qui s'était passé auparavant, et dont j'avais été un des très rares à dire les dangers. Dans votre circonscription, est-ce que vous êtes déjà en mesure de mesurer l'impact économique sur l'activité des entreprises de votre circonscription, les commerces bien évidemment également? Écoutez, s'il faut l'analyser sur un plan purement clinique, statistique, il est comme ailleurs désastreux. Parce que des entreprises qui tiennent encore un petit peu auront beaucoup de difficultés, sauf dans le bâtiment peut-être, mais tout ce qui est les petits restaurateurs, les cafetiers, etc., auront beaucoup de mal à démarrer, les grandes entreprises aussi. Mais il se trouve que dans l'histoire des hommes, aucune courbe ne va jusqu'au pire. Il y a toujours quelque chose. Et moi, je veux croire en l'espoir. Alors, vous êtes optimiste pour l'avenir, mais... Optimiste à condition qu'on ne reparte pas dans des bagarres inutiles et à condition qu'on refasse corps. Il y a tout de même un secteur qui souffre particulièrement dans les Pyrénées, du côté de chez vous. Ce sont les stations de ski. Je pense notamment à Gourette, à Artous, la Pierre-Saint-Martin. C'est extrêmement compliqué. La neige est là, les stations ne peuvent pas ouvrir. Enfin, en tous les cas, il ne peut pas y avoir de skieurs. Quelle est la situation? Vous, en tant que député, vous êtes au contact de ces acteurs. Comment vont-ils aujourd'hui? Ah, ils vont très mal. Mais, voyez, là, par contre, je n'ai pas compris vraiment la logique. De la même manière que je ne comprends pas qu'on ferme les salles de sport. S'il y a un élément qui peut faire du bien à ce virus, à ce fléau, c'est quand même de respirer à plein poumon et de l'air. Or, où est-il l'air le plus qui vous fait du bien? C'est quand même dans les sommets, c'est aussi dans les salles de sport. Ça, je ne comprends pas cette histoire de fermer les stations d'altitude, de fermer les stations de sport d'hiver. Moi, je pense qu'il y avait des moyens, là, très sincèrement, je pourrais le dire aussi pour d'autres activités, notamment des activités culturelles, où on aurait pu s'organiser autrement. Mais enfin, moi, je parlais globalement. Sinon, pour les stations d'altitude, effectivement, les stations étaient déjà en difficulté. Bien sûr, elles sont dans très grandes difficultés. Concrètement, est-ce que l'avenir de certaines stations, est-ce que l'avenir est menacé? Mais au-delà des stations, dont certaines seront certainement menacées, mais si on fait corps, on les sauvera. Mais je pense aux petits commerçants qui sont à l'intérieur. Quelle suite sera donnée aux dispositions qui ont été prises, aux dispositions bancaires, aux avantages, aux facilités, aux reports d'échéances? Je ne le sais pas, et eux non plus. Vous, en tant que député, votre téléphone sonne beaucoup en ce moment. Vous avez toujours les réponses à apporter aux questions qu'on peut vous poser sur votre territoire, ou est-ce que parfois c'est compliqué? Personne n'a de réponse aujourd'hui. Celui qui a les réponses, moi je l'admire. Moi je dis, écoutez, on fait au mieux. Et je sais si je n'ai pas tout voté à l'Assemblée, y compris pendant toute cette période. Mais je crois que surtout maintenant, avec cette mutation du virus, ces mutations du virus, je crois qu'il faut vraiment faire corps et dire, bon, suivons ce que dit l'État. Au fond, ça n'a pas si mal marché que ça pour l'instant, et sortons-en au plus vite. Alors, autre structure particulièrement impactée par la crise sanitaire, l'aéroport de Pau. La situation est devenue catastrophique. Regardez ce reportage de François Busson.
185 000 passagers contre 606 000 en 2019, presque 70% de fréquentation en moins à l'aéroport de Pau-Pyrénées. Depuis le premier confinement, la principale compagnie qui dessert le Béarn, Air France, a réduit le nombre de rotations sur le site palois comme ailleurs. 3 vols seulement en fin d'année 2020, 6 aujourd'hui pour desservir Paris-Orly, Charles de Gaulle et Lyon. L'avenir de l'aéroport de Pau est donc à reconstruire. Le vieux dossier de rapprochement avec Tarbes est à nouveau évoqué, notamment par le syndicat mixte propriétaire du site palois. On ne peut pas aller voir nos voisins tarbais en leur disant bon, votre aéroport, il faut le fermer, il faut tout faire à Pau. Ça ne peut pas marcher. Et inversement, il faut que chacun tire l'épingle du jeu. Mais moi, je ne trouve pas choquant que demain, on se dise pourquoi ne pas décoller depuis Tarbes et atterrir à Pau, ou inversement, avec une liaison, une navette très rapide, d'aéroport à aéroport, on doit mettre 30-40 minutes. C'est des choses qui se font dans les grandes capitales. Une aérogare vide, des boutiques fermées, la majorité des 133 salariés sont en activité partielle de longue durée. Des rotations d'effectifs permettent d'assurer les vols chaque jour. La survie de l'aéroport de Pau est-il véritablement en jeu aujourd'hui ? Encore une fois, le même raisonnement que celui que je vous ai fait, cher Franck-Robert, tout à l'heure. Si on regarde la froideur des chiffres, oui. Mais il va quand même falloir se déplacer de nouveau. Nous sommes un département, une région relativement dynamique. Il va falloir monter à Paris, il va falloir aller à Bruxelles, il faut aller à travers le monde. Non, Pau va redémarrer, Biarritz redémarrera, Oloron. Bon, il y a la réflexion qui est menée avec celui de Lourdes. Écoutez, pendant qu'on réfléchit, au moins on est dans le positif. Se rapprocher de Tarbes, par exemple ? Pourquoi pas ? Mais vous savez combien, chez nous comme ailleurs, ces rapprochements sont difficiles. Pour détendre un petit peu, si c'est détendre, vous dire ce qui s'est passé entre le Biarritz olympique et l'Aviron Bayonnais à un certain moment. Il y a quand même des éléments qui ont la peau dure. Alors aujourd'hui, mais c'est bien d'y réfléchir, c'est très bien. Et puis d'y réfléchir le dos au mur. Lorsque les beaux jours, j'espère qu'ils reviendront un petit peu, seront là, on verra. Mais ce qu'il faut, c'est déjà se mettre dans cette perspective. Non, c'est pas foutu. On verra la meilleure solution et puis on redémarrera. Autre virus qui touche notre région, qui touche le sud-ouest, alors particulièrement les Landes, mais également les Pyrénées-Atlantiques, c'est le virus de la grippe aviaire, le virus H5N8 qui fait des ravages dans le sud-ouest. On l'a vu, il touche votre département. Quelle est la situation sur votre territoire ? On annonce une douzaine d'exploitations touchées aujourd'hui dans les Pyrénées-Atlantiques ? Oui. Et nous avons d'ailleurs tenu immédiatement une réunion à Paris des parlementaires du département, mercredi matin, avec le président du syndicat agricole pour envisager. Alors, j'espère que ça n'ira pas plus loin. C'est les chiffres pour l'instant. Mais lorsque vous avez une épidémie de cette nature, vous ne savez pas. Le problème, c'est que c'est la 3e fois qu'ils sont frappés. Et qu'en dépit des mesures de précaution prises précédemment, la situation ne s'arrange pas. Et non, C'est malheureusement. ça qui est inquiétant ? Oui, c'est inquiétant. C'est pour ça que moi je pense que dès maintenant, alors on me dit que c'est très difficile, mais il faut relancer des couveries, il faut faire du petit canoton pour qu'il puisse redémarrer très vite. Vous savez, moi j'avais connu il y a une quinzaine d'années la galaxie pour les troupeaux ovins. Et j'ai fait abattre le troupeau de mon propre frère. Vous savez, c'est pas facile. Et nous y sommes passés à 2 ou 3 reprises. Mais il y a effectivement des élevages qui n'ont jamais redémarré. Dans une zone qui restait pastorale, mais qui l'était beaucoup plus encore. Et où il y avait effectivement, avec l'agneau de lait et le fromage des Pyrénées, ma foi, des familles qui vivaient. Alors, moi, je veux dire aux éleveurs, bon, écoutez, nous allons faire main dans la main tout ce qui pourra être fait. Il ne faut pas s'arc-bouter non plus sur on va sauver à tout prix ce qui est porteur de cette terrible épidémie qui ne demande qu'à se répandre. Donc là, nous sommes en relation, je crois, tous ensemble pour apporter les meilleures réponses. Mais c'est dramatique. Alors sans mélanger les deux situations évidemment, mais quand on voit Covid-19, virus H5N8, lorsque l'on voit le développement de ces virus cette année, quelle conclusion doit-on en tirer ?
que la nature reste la nature et que il faut immédiatement reprendre la recherche. La France a été un grand pays de recherche. Nous consacrions 3,5 ou 4% de notre budget à la recherche jusqu'aux années 80. Aujourd'hui, nous arrivons péniblement à 0,75% parce que nous sommes en pleine pandémie. La recherche, c'est, comment je devrais dire, ça booste tout le monde. Ça booste les chercheurs, mais ceux qui sont autour, ça donne un signal à ceux qui sont médecins, à ceux qui sont vétérinaires pour l'épidémie. Et puis on échange, c'est un tout autre état d'esprit. Et ça fait partie du passif terrifiant que nous avons derrière nous pour les 30 dernières années. Nous n'avons rien fait. Alors ouvrons un chapitre plus politique. Maintenant, vous avez suivi de près le mouvement des Gilets jaunes, on s'en rappelle. Vous avez même porté un gilet jaune à l'Assemblée nationale, ça vous a coûté un peu cher. Que reste-t-il de ce mouvement qui était né en octobre 2018 ? C'est une déception pour vous, ce qui s'est passé après ce mouvement ? Non, je pense que ça a été, contrairement à ce que beaucoup ont voulu en dire, un formidable moment d'expression. La marmite... elle avait le couvercle qui sautait, et puis un jour, c'est sur un détail. Oui, mais qu'en reste-t-il de cette explosion aujourd'hui ? Il reste que beaucoup de choses ont été dites, et les Gilets jaunes ont dit beaucoup plus en 6 mois que nous n'avions dit en 30 ans. Ils ont montré qu'il n'y avait pas que les retraités qui n'y arrivaient pas. Et il y a eu cette fameuse formule, on nous parle de la fin de l'humanité, nous on vous parle de la fin du mois. Et certains parlent aujourd'hui de la fin de la journée. Vous voyez, de la fin de la journée. Donc ça a été très positif. Malheureusement, la gestion qu'en a faite le président de la République et le gouvernement a été catastrophique. C'est-à-dire, il a fait croire qu'il ferait et il n'a rien fait. C'est votre conclusion, il ne s'est rien passé, ils n'ont pas été entendus, ces femmes et ces hommes qui ont augmenté et qui ont fait naître ce mouvement des Gilets jaunes ? Ça se verrait. On l'aurait vu. C'est une trahison pour vous ? Mais trahison, le mot est trop lourd. Je pense que le président Macron aurait préféré apporter des réponses. Le problème, c'est que nous n'avions pas une thune dans l'espace public. C'est ça le problème. Mais ça fait des mois et des mois, des années qu'on restreint, qu'on ferme. Là, tout d'un coup, des milliards sont apparus. C'est des prêts. Il va falloir les rembourser, etc. Mais on s'est laissé déposséder de ce qui aurait dû rester du point de vue financier dans le domaine public. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire face. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas répondu. Alors vous avez été candidat à l'élection présidentielle en 2017, évidemment, on s'en souvient. Vous en parlez beaucoup dans ce livre que vous avez écrit récemment, Aurore ou Crépuscule, résistons, aux éditions du Cherche Midi. Que retenez-vous de cette campagne avec le recul ? Disons que je suis content de l'avoir faite. Par contre, c'est une formidable aventure humaine. Elle vous a enrichi ou elle vous a abîmé, cette campagne ? Les deux. J'ai été enrichi parce que, bien sûr, c'est formidable de participer à une telle aventure. Abîmé, non, parce que, par bonheur, j'ai la couenne dure. Vous savez, quand on veut ses classes dans les vallées pyrénéennes, et qu'on vient de l'Ourdure-Zichère, de la vallée d'Aspe, on a la couenne dure. Mais par contre, elle m'a très profondément attristé devant l'état de la démocratie française. La démocratie française a été, elle est morte. Alors, fort de cette expérience-là... J'ai dit, elle est morte, la démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas besoin de vous déporter en Sibérie pour vous faire taire, ou de mettre un poison dans votre café, on vous laisse sur place et on attend que vous la fermiez et que vous desséchiez. Et il y a beaucoup de voies en France qui seraient bénéfiques, tant sur le plan politique que sur le plan culturel, ou sur le plan de la recherche, mais culturel, où on a toujours les mêmes barbes depuis 25 ans, qui nous barbent, qui ne disent rien de nouveau. Il n'y a pas un seul projet, il n'y a que de la critique. Où avez-vous un projet ? Moi, j'ai écrit un projet pour la France. Et ce projet, est-ce que ça veut dire qu'il va réapparaître pour une nouvelle campagne ? Est-ce que vous envisagez d'être candidat à nouveau en 2022 ? Oui, bien sûr. Parce qu'il faut des voix qui expriment autrement que ce qu'exprime la Dodge actuelle. Tous les partis ont tous passé par le gouvernement, même la France insoumise, puisque, à part le Front National,
puisque M. Mélenchon a été ministre socialiste, tout le monde est passé, nous avons tous fait les mêmes erreurs. Nous nous sommes tous laissés capter par le phénomène dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il faut que des voix s'expriment le plus clairement possible, avec détermination, mais aussi optimisme et un sentiment de rassemblement. Si j'ai les 500 parrainages... Alors c'est ça votre défi, ça a été difficile la première fois d'obtenir ces 500 parrainages, les derniers jours ont été compliqués, même si on a obtenu plus de 700 au bout du compte. J'ai fini, je crois, à 4e. Mais est-ce que vous vous sentez en mesure aujourd'hui d'engager à nouveau ce combat et d'obtenir ces 500 parrainages ? Écoutez, vraiment, je vais essayer. Je suis, disons, assez paradoxalement, alors qu'on ne me voit nulle part à part FR3 Aquitaine, et puis il faut le reconnaître avec PPDA qui m'a reçu pour 2 minutes sur une chaîne de télé, et puis les chansonniers qui me sont restés fidèles. Est-ce que les maires, eux, vous seront à nouveau fidèles, les maires qui donnent les parrainages, notamment? Écoutez, je ne peux pas dire à l'avance, parce que c'est très difficile pour les maires. Il faut arriver à faire comprendre aux maires que le parrainage, ce n'est pas un engagement à voter pour. On n'en engage pas le conseil municipal. Or, on a des conseils municipaux, et ça c'est plutôt une bonne chose, qui sont de plus en plus arc-en-ciel, c'est-à-dire qui représentent l'ensemble de la population. Et bien sûr, vous allez avoir des candidats de toutes les sensibilités, et les conseillers disent au maire, non, tu vas apporter un parrainage à Jean Lassalle, on va plutôt l'apporter à un tel ou un tel. Donc, ça fait partie du combat que je dois mener, comme ceux, et ce coup-ci, ils vont être très, très nombreux. Il va y avoir une multitude de candidats. Mais après tout, la démocratie, c'est fait pour s'en servir. Alors ça veut dire quoi? Si vous êtes candidat pour l'élection présidentielle, c'est-à-dire que vous renoncez à vous engager pour les élections régionales qui auront lieu en juin prochain, a priori? Oui, parce que ce n'est pas sérieux. C'est beaucoup trop près. D'abord, c'est toujours pas à l'heure qu'il est. Si ces élections, je souhaite de tout cœur qu'elles puissent avoir lieu, mais si les élections régionales et départementales, qui sont si importantes toutes les deux, pourront avoir lieu, mais imaginez qu'elles aient lieu, je ne peux pas être à la fois sur la plus grande région de France et ses 14 départements à faire des listes, c'est très difficile, et à conduire une campagne, et en même temps à me préparer, à obtenir les parrainages, présenter un projet que je veux le plus large possible. Ce coup-ci, j'ai, disons, des têtes chercheuses un peu plus importantes. J'ai un certain nombre d'intellectuels qui m'ont rallié. J'ai un certain nombre de chercheurs. Et puis, disons, je suis un peu plus impliqué avec le mouvement résistant. La Nouvelle-Aquitaine, c'est 12 départements. Qui allez-vous soutenir? Qui allez-vous soutenir? Alors, est-ce que vous avez fait partie du MoDem longtemps? Vous avez été un proche de François Bayrou. Il y aura une liste qui va être menée par Geneviève Darrieussecq pour le MoDem. Est-ce que cette liste, vous la regardez avec intérêt? Permettez-moi, parlant du MoDem, de Geneviève Darrieussecq et surtout de François Bayrou, d'avoir une pensée pour celle qui nous a quittés. Je n'ai jamais eu aucun problème avec elle, Marielle de Sarnez, qui nous a quittés cette semaine. Absolument. Et je m'incline devant ce qu'elle a fait et son action. Pour le reste, non, je ne sens plus grand-chose de commun parce que nous ne sommes pas du tout sur la même logique. Donc je ne soutiendrai pas cette liste. Alors je regarde qui choisir. Je ne vais certainement pas choisir Alain Rousset, dont on ne sait pas lui-même. Bon, il sera candidat, c'est sûr, mais dans quelle place va-t-il arriver? Est-ce qu'il ne sera pas second derrière les Verts, qui ont pris quand même les grandes villes? Il nous reste 2 minutes dans cette émission. Que pensez-vous justement du mandat d'Alain Rousset à la tête de cette région? Alors, je choisirais certainement de soutenir le mouvement de la ruralité. C'est celui qui me parle le plus. Vous ne m'avez pas répondu sur quel regard portez-vous? Mais vous m'aviez posé la question avant, donc je voulais... Voilà. Alain Rousset, je ne sais toujours pas ce qu'il a fait en 24 ans. Enfin, je ne sais pas combien d'années. Vous savez, voyez, chez nous, nous avons le Pau-Canfranc. Il s'est enferré dans cette idée, à contre-courant. Moi aussi, j'étais pour le Pau-Canfranc. Mais le vent m'avait tourné. Il sera possible un jour, mais aujourd'hui, il ne l'était pas. Résultat, on n'a pas le Pau-Canfranc et on n'a pas avancé d'un iota sur la RN 134 et les déviations des villages, alors que nous avions les financements à l'époque.
Dernière question pour conclure cette émission. L'ours dans les Pyrénées, c'est important. Il y a eu 3 disparitions d'ours en 2020. Quelle doit être la politique de l'ours dans les Pyrénées aujourd'hui? Il y a eu combien de bergers qui ont disparu à la même époque? J'ai fait tout ce qui pouvait être fait. Je suis celui qui a été le plus loin aujourd'hui en France. Pour essayer d'organiser cette cohabitation, j'ai été jusqu'à proposer l'arrivée de 2 ours à 2 reprises. Il fallait le faire face aux bergers, hein, et ça aurait marché. Et une fois de plus, c'est des intérêts qui ne voulaient pas que ça réussisse, parce que c'est une cause qui rapporte de l'argent et qui permet de blanchir ou de verdir des saloperies d'argent qui est derrière ça. L'ours en lui-même, c'est pas le problème. C'est ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière n'est pas bon pour nous. La Nouvelle-Aquitaine ne peut pas être uniquement un pays. Il est déjà vert. Donc on ne réintroduit pas d'ours dans les Pyrénées, selon vous, en 15 secondes? Absolument pas. Absolument pas? Non. Non. Il y en a 35 ou 6. Maintenant, à l'époque, nous étions tout seuls. Il y en avait 7 dans le Béarn. Maintenant, il y en a une quarantaine dans les Pyrénées. Il n'y avait pas un seul loup en France, à l'époque. Ils sont arrivés par l'autoroute et ils sont paraît-il chez nous. Non, ce n'est vraiment pas la priorité du tout. C'est les hommes, c'est d'essayer de maintenir ce lien extraordinaire, séculaire entre les hommes et le territoire. C'est la fin de cette émission. Merci Jean Lassalle, merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci Franck Omer, parce que vous faites honneur au service public, à la française et à l'information. Merci Jean Lassalle. C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.